Carlotta Film a été créé maintenant il y a 21 ans. Ah la vache, 21. Et oui, voilà, donc 21 ans qu'on se connaît. Et 21 ans, parce qu'on dit, voilà, l'an dernier c'était les 20 ans, donc chaque année on a l'impression d'être sur les 20 ans, mais bon, ça fait vraiment un an de plus. Dès le départ, une envie liée à ma passion, ma cinéphilie, travailler sur l'histoire du cinéma et de faire ressortir des grands classiques plus ou moins connus, l'histoire du cinéma, d'abord en salle. C'est-à-dire que le premier média qu'on a travaillé, c'est la salle de cinéma, donc on est avant tout et premièrement distributeur de films en salle, c'est-à-dire d'acheter les droits d'un film, de faire tout le travail de promotion et d'éditorialisation et de le sortir en salle de cinéma à Paris, en province. Et le premier film qu'on a sorti, c'était La mort aux trousses d'Hitchcock, qui est bon, classique dans les classiques, mais finalement qui était un film qu'on ne voyait plus vraiment sur grand écran, pas dans son format d'origine, version restaurée, parce que même si on était en 35 mm à l'époque, pour les jeunes cinéphiles qui arrivent, qui ne savent plus ce que c'est la pellicule, même s'il y a un fétichisme grâce à certains cinéastes toujours sur la pellicule, on sortait les films en 35 mm, et il y avait des restaurations donc, chimiques qui étaient faites avant qu'arrive le numérique. Je me souviens de Vertigo qui avait été Vertigo en à 70 l'époque. mm. Ouais, qui avait été. Ouais. Je sais pas si c'est à peu près cette date-là. C'est un petit peu avant, je sais pas, après. Là j'ai un doute là. Ouais. Mais bon, bon, si c'est dans le même environnement. C'est ça, voilà. Voilà, il y avait un travail de restauration qui se faisait depuis longtemps, que ça soit par les sociétés françaises qui détenaient des droits de films de leur catalogue, par des majors américaines. Donc en effet, Vertigo, La mort aux trousses, etc. Notre envie, ça a été de faire un travail un peu différent sur le cinéma patrimoine, c'est-à-dire un patrimoine plus récent. Donc on est en 98 et le patrimoine plus récent, c'est les années 80. C'est à peu près un recul de 20 ans. Qui est à la mode aujourd'hui, mais et qui est une évidence, pas forcément à la mode à l'époque. Qui était déjà, voilà, qui était absolument pas à la mode. Peu de films des années 80 ressortaient en salle, donc c'était pas ce qui. À la limite, c'était peut-être mal vu même. Oui, c'est surtout que c'était pas le profil de la cinéphilie, tout particulièrement pour aller revoir un film en salle de cinéma, qui n'est pas forcément la même démarche que d'aller voir un film à la télévision, de le voir en vidéo, puis DVD. Donc ça se faisait peu. Je ne dis pas qu'on a été le premier à le faire, mais en tout cas le premier à, je pense, l'installer et le développer de manière récurrente tout au long de l'année. Ça, c'est certainement le cas. Et donc, on a tout de suite, même si on a démarré par La mort aux trousses, très vite, on a sorti des grands films, des cinéastes des années 70-80. Donc, je pense De Palma, évidemment, puisqu'on a sorti Pulsion, Blot, Obsession, Scarface. On a dû ressortir en 99, il date de 84. Hein. Donc, 15 ans après, ça paraissait trop récent. Ouais, je comprends. Et pas du tout le public en salle. Et le film avait marché. Parce qu'on s'était dit que c'est des films qui correspondent à notre génération et dont on a envie de voir dès le premier jour le nouveau film de De Palma, Scorsese, Coppola, etc. Et que leur grande période, fin 70, début 80, on était un peu à la limite, on était un peu trop jeunes et on les avait vus qu'à la télé, en vidéo, en VF, pan scanné et jamais en salle. Et c'est sûr que voir Pulsion, Blot, même s'il y a une très bonne VF de Blot avec Depardieu, c'est pas la même chose. Donc on se disait qu'il y avait un public qui était forcément peut-être une nouvelle génération de cinéphiles et plus notre génération pour découvrir ou redécouvrir, en tout cas et découvrir pour la première fois en salle de cinéma ces films-là. Hey, on travaille ensemble depuis combien de temps? Attends, voir. D'abord, il y a eu Méloglobine 1, puis Méloglobine 2. Ensuite, il y a eu Bain de sang pour Miss Blandiche. On a enchaîné sur Bain de sang au bordel. Et là, on se termine notre petit dernier, Chaude les Frangines. Une partie de notre approche sur Carlotta, c'est aussi de faire ressortir de l'oubli certains films qu'on ne voyait plus ou carrément des films qu'on n'a jamais vus. Parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de films inédits qu'on sort, c'est-à-dire des films qui peuvent dater des années 40, 50, 60, que j'appelle inédits, puisqu'ils n'ont jamais été distribués en salle, sortis en vidéo. Je pense, là tu prends L'Héritage à 500 000, qui est un film, le seul film unique réalisé par l'acteur fétiche de Kurosawa, Toshiro Mifune, qui est un film qui n'est jamais sorti commercialement en France. Lui, cas extrême, n'a jamais été montré, si je ne me trompe pas, festival Cinémathèque, et encore moins vidéo. Donc ça rentre dans ce rapport-là, et d'être sur un mix, en fait, sur des films qui sont plus évidents, plus connus, j'ai envie de dire, établis dans la cinéphilie, d'autres oubliés, d'autres pas connus, etc., etc. Donc pour revenir à Carlotta, donc tout ce travail qu'on a développé sur la distribution salle, très vite suivi, puisque le DVD naissait, et nous, on a sorti nos premiers DVD, qui étaient les films de Pasolini, Salo, La trilogie de la vie, en 2001.
Donc 3 ans après la création de la société et son activité. Et finalement, sans se poser de questions, d'une manière naturelle, le support s'est avéré un support parfait pour travailler l'histoire du cinéma, aussi bien techniquement, aussi bien VOVF, éditorialement, supplément bonus, et donc finalement un vrai prolongement complètement naturel de sortir des films en salle. Et puis parallèlement, depuis donc quasiment 20 ans maintenant, on est sur une double actualité principale qui est la sortie en salle d'un certain nombre de titres tout au long de l'année, et on a un rythme assez intense, et parallèlement la sortie de DVD Blu-ray, et tout ça de manière conjointe, soit avec des titres qui des fois sont identiques, c'est-à-dire qu'on sort d'abord en salle puis en DVD Blu-ray, soit des titres où on n'a que les droits vidéo, soit que la salle, etc. etc. Christine, on l'a acquis il y a peut-être un an et demi, on va dire. Bon, on travaille, à un moment donné, il faut trouver le bon moment pour sortir, on a beaucoup de titres, on le met au line-up, etc. Et Cujo a été acquis beaucoup plus tard, c'est un film Paramount, on a acquis un certain nombre de films Paramount, Cujo est arrivé, était disponible, on l'a pris, en se disant que ça valait le coup. On n'était pas forcément à la recherche de Cujo spécifiquement, mais comme on allait déjà travailler avec Christine et on voit qu'il y a quand même un vrai intérêt autour de Stephen King, etc., tout le temps, et de se dire, pareil, Cujo, idem, un peu comme Razorback, finalement, Cujo, il n'y a jamais eu de belles éditions en France. Non, donc des DVD assez cheap, etc. Le film, des masters dégueulasses, donc ça n'existe pas. Et coupé en plus. Et tu as raison, bien sûr. Donc de la même manière, on se dit, est-ce que le titre nous correspond? Est-ce qu'on a envie de le faire? 2, aussi, qu'on ne soit pas juste dans quelque chose d'isolé et de personnel. Est-ce que le public, cinéphile, plus ou moins large, aura envie de revoir Cujo, d'acheter le DVD, d'acheter le Blu-ray? Est-ce que ça correspond à une envie aussi du moment, des goûts du public, etc. Et aussi de l'éditorialiser. Et évidemment, en ayant Christine puis Cujo, ça faisait sens de le sortir au même moment, quoi. Voilà. Donc tout ça de manière, en fait, assez naturelle et qui vient au fur et à mesure sur le travail. Pour rester sur l'aspect coffret ultra collector, il y en a un deuxième qui va sortir d'ici la fin de l'année, non? Ouais. Qui est... Je vois que tu es bien informé. Je regarde un peu quand même. Je plaisante. Ça va. Là, c'est pas un scoop non plus. Non, c'est pour ça. Donc on est sur un rythme généralement de 2-3 coffrets ultra collector par an. Oui, c'est ça. On va dire 3 de manière générale. Ouais. On a sorti Network en avril dernier, Christine en septembre, et en novembre Denis Darko. C'est ça. Donc là, je pense qu'on a un beau programme sur cette année-là. Mais évidemment, pour sortir ce type de film dans cette collection, il faut qu'on imagine que le film en est suffisamment dans le ventre pour se vendre et exister. Et là, pour Denis Darko, vous avez pu, entre guillemets, tester un petit peu la popularité du film avec une exploitation cinéma. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? C'est pas un test, parce que... Non, pas un test, mais bon, vous avez pu voir, s'il y avait une attente, on se rend compte encore plus de ce qu'on imaginait, parce qu'on ne sait jamais avant, en fait. Il y a des films, si on prend Phantom of the Paradise, Christine, on sait qu'il y a un vrai culte autour, mais on ne sait jamais forcément Denis Darko, c'est plus récent. Quel est le curseur. On sort Denis Darko, ça va être le 14e dans la collection coffret Ultra Collector, et auparavant, on vient de le sortir en salle de cinéma cet été, donc film de 2001, donc film parmi les plus récents en termes de date de sortie, de tournage dans notre travail de réédition. Et on sent qu'un petit peu de la même manière que ce qu'on avait fait au tout début de Carlotta, c'est-à-dire dès la première année d'existence, on avait sorti Scarface de De Palma, film de 84, sorti en 99, donc 15 ans. Denis Darko, c'est 18 ans, mais on est un film qui est beaucoup plus proche dans le temps, et donc ce que j'appelle un patrimoine plus récent. Wake up, Donnie. I made a new friend. Real or imaginary? 28 days. Imaginary. 6 hours. 42 minutes. 12 seconds. C'est-à-dire, notre approche, elle est comme ça sur toutes nos sorties. Il y a des films qui s'y prêtent plus ou moins, évidemment, mais en tout cas, à chaque sortie qu'on fait, c'est de se dire, on sort le film comme un film frais, récent, pour toucher un public, certains qui peuvent le connaître, qui ont envie de le revoir, mais surtout des nouveaux publics qui ne le connaissent pas. La version que vous avez sortie, c'est la même version qui était sortie à l'époque? Oui et non. Ou c'est la version... Director's Cut? Ouais. Comme on fait jamais les choses comme tout le monde, c'est pas qu'on veut être intéressant, on se fait remarquer, etc. Mais c'est qu'on en fait toujours un peu trop, voire on en fait plus, des fois trop. Et là, on s'est dit, les deux versions existent, on va les proposer, ces deux versions, y compris en salle. Donc, on a sorti à la fois la version cinéma et la version Director's Cut en salle de cinéma, à Paris, en province. Notre idée, c'était plutôt au départ... Un double programme de 5 heures. Voilà. Notre idée, c'était plutôt de se dire, on propose la version cinéma, qui nous paraît la meilleure,
Ça ne veut pas dire que l'autre est pas bonne, mais pour moi, elle est parfaite. Elle dure 1h50, il n'y a rien. Celle de 2h10, c'est très bien aussi, et un peu plus explicative. Donc, ça, c'est ceux qui veulent en savoir plus, parce que le film, évidemment, est très mystérieux, amène un plein de réflexions, de suggestions. Et les réalisateurs peut apporter quelques réponses supplémentaires qu'il n'y a pas dans la version cinéma. Et de se dire, on propose la version cinéma, et pour des séances exceptionnelles, des événements, vous pouvez aussi proposer, moi, ça, la version Director's Cut. Après, chaque salle se l'a approprié différemment. En fait, certaines salles voulaient passer que la Director's Cut. Bon, il y a quand même un travail commun ensemble qui s'est fait, mais in fine, soit de faire un mix, soit de proposer que la Director's Cut, soit que la version cinéma. Donc en fait, on a rendu disponible sur le marché les deux, sachant que la version cinéma, d'où son nom, et c'est celle qui est sortie en 2001, à l'époque, pas par nous, on n'était pas distributeur, évidemment dans sa nouvelle restauration. Et puis la version Director's Cut, qui a fait assez vite comme le réalisateur en 2004, c'est-à-dire 3 ans après, était jamais sortie en France. Complètement inédit, non seulement au cinéma, moi je l'ai vu comme Blu-ray, mais pas en Blu-ray français. Donc, même en vidéo, il n'est pas sorti. Donc, ce qui est aussi une chance pour nous, entre guillemets, c'est d'arriver pareil, dans un marché qui est compliqué. Il faut aussi arriver avec de la primeur, même s'il y a des imports, des choses qui existent à l'étranger. Bien sûr. Malgré tout, on est sur le territoire français. Il y a des imports, mais il n'y a pas de sous-titres français. Voilà. Donc, ça limite quand même. Donc, la Director's Cut, qu'on a présentée pour la première fois en salle en France cet été, qui continue à tourner, sera aussi une exclue française en DVD et en Blu-ray au moment de sa sortie en novembre. Donc, on a proposé les deux. Et quand je disais que le film, on le sortait comme un film nouveau, c'est qu'on a carrément fait venir le réalisateur, Richard Kelly, qui a un vrai culte aussi autour de lui, parce que jeune prodige de 25 ans qui fait un film incroyable et qui est devenu culte comme on le sait, et qui, voilà, où il y a vraiment toute une génération de spectateurs qui a grandi avec, et une vraie adoration du film. Et puis en même temps, on sait qu'il n'a pas tourné depuis 10 ans. Donc ça aussi, ça rentre dans le culte du personnage. Comment ce cinéaste aussi doué, talentueux, n'a pas fait de nouveaux films, même s'il travaille sur plein de projets et on espère qu'il tourne très très vite. Donc il est venu. Ça appelle à la réflexion par rapport au positionnement de ce genre de cinéma aujourd'hui. Complètement. Et donc il est venu à Paris. Il a présenté le film en première devant des salles complètes, même une journée en Belgique. Il y a eu des interviews du matin jusqu'au soir. Enfin, comme si c'était entre guillemets un nouveau film de Richard Kelly qui sortait. Donc tout ça évidemment a créé, je pense, une vraie dynamique, communication, buzz autour du film, dont on savait qu'il y avait un intérêt. Après, tout le monde ne l'imaginait pas de la même manière, et que le film s'est avéré être une vraie belle sortie, enfin une vraie sortie, une belle sortie, pas une vraie sortie, parce que chaque film est une vraie sortie qu'on fait, mais une belle sortie avec un bel écho, enfin une très belle revue de presse, redécouverte du film, même affichage qu'on a fait dans Paris. On l'a bien vu, un vrai gros travail viral, parce que c'est vrai que ce type de film, on touche un public, une cinéphilie plus jeune d'ailleurs. On a vu qu'on n'est pas dans le même profil de cinéphilie, qu'on va passer de Mifune à Brissot, à Christine, et jusqu'à Denis Darko. Et Denis Darko, on se déplace beaucoup dans les salles de cinéma, on voit le public, et là c'est un public qui a, qui peut être plus jeune, mais 20 ans, 25 ans, qu'on retrouve peut-être même moins sur Christine, ou Razorback, qui va être déjà un petit peu plus... un petit peu plus âgé. Et on voit que l'évolution de la cinéphilie, elle va très très vite, et que finalement, de la même manière qu'on parlait à une autre génération quand on faisait Scarface, les Coppola dont je parlais, etc., aujourd'hui, c'est aussi peut-être sur un travail des années 2000 qu'il y a un renouvellement de la cinéphilie à faire, mais évidemment, on n'a pas envie de faire que ça.
l'édition Blu-ray qui est sortie en Angleterre, je crois, chez Arrow, pas de bêtises, propose enfin, je crois pas qu'elle propose une édition 4K, mais par contre annonce une restauration 4K. Je veux pas dire de bêtises. Alors, en fait, c'est un Voilà. scan 4K, C'est une un restauration scan. 2K. Ah voilà, donc c'est ça. Non, c'est subtil, mais il faut et j'ai précisé parce que beaucoup d'éditeurs et d'éditeurs français jouent, je trouve, sur cette subtilité entre guillemets pour des fois même proposer des éditions 4K qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est à la base c'est une restauration 2K justement, tu vois, une vraie restauration je parle. Donc je te laisse un petit peu la parole par rapport à ça. Cette histoire de restauration, de scan 4K et de restauration 2K. Dans les faits, ça veut dire quoi un petit peu? Eh bien, dans les faits, ça veut dire que le négatif a été scanné à 4K Ouais. et qu'ensuite tout le process de restauration et d'étalonnage jusqu'à la sortie des fichiers a été fait en 2K. Et pourquoi ils sont pas allés en 4K justement? Ça, tu sais pas. Tu n'as pas le fin mot de l'histoire. On l'évoquait avec Fabien, parce que c'était fait il y a à peu près 3 ans. C'était fait il y a 3 ou 4 ans. Et 3 ans, ça nous paraît aujourd'hui. Ah, c'est fait comme si c'était il y a 15 ans, quoi. Et voilà. Là, ça allait tellement vite en 3-4 ans qu'effectivement... c'était peut-être à la lisière. C'était à la limite. Mais ça veut dire que si vous aviez eu la possibilité de sortir en 4K, vous l'aurez peut-être fait. Arrow l'aurait fait. Et c'est vrai que je disais, c'était il y a 3-4 ans que tout le travail était fait par Arrow. Ils l'ont sorti, ressorti. Ils ont fait les 2 versions, etc. Mais c'était peut-être un moment charnière. Et peut-être que même 6 mois après, ils auraient tout fait en 4K. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui veut dire, ce qui explique, là je vais passer à la main à Fabien, mais on a pu avoir quelques remarques de gens, puisqu'on communique sur le fait que c'est un film restauré 4K pour la sortie salle. Après, de toi à moi, évidemment, la restauration en 4K est bien supérieure à ce qu'on peut faire en 2K, mais une projection en salle de cinéma entre 2K et 4K, tu vois pas forcément la différence. Hein, donc les gens qui disent il n'est pas projeté en 4K, etc., et qui est projeté en 2K, et pas beaucoup de salles en France sont équipées en 4K. Il n'y a que Fabien qui dira la différence parce qu'il est de mauvaise foi. Et mauvaise foi, d'accord. Non, c'est pas vrai. Voilà. Il y a des choses que donc vous faites vous en propre là-dessus. Et là-dessus, c'est un peu notre. Oui, il y a 2 suppléments qui vont être totalement exclusifs France et qui sont aussi notre touche, notre patine et notre patine française, entre guillemets, parce que c'est vrai que les making-of, par exemple, qui existent sont très très bien. Celui de Darko est génial, mais c'est une manière de faire qui est plus anglo-saxonne. Tout à fait. Ouais. On n'est pas dans le même rapport de la cinéphilie, des questions. Bien sûr. Et par exemple, profiter du fait que Richard Kelly était à Paris. On a travaillé avec différents supports, il a donné beaucoup d'interviews, et par exemple, on a fait un partenariat avec Filmo TV, Filmoline, qui va faire un corner Richard Kelly en proposant les films là, bientôt en VOD. Et ils font beaucoup d'entretiens, d'interviews. Un long entretien qui a été fait par Filmoline dans leur studio. Au moment de sa venue. Au moment de sa venue, qui va être proposé sur la plateforme, mais qu'on propose aussi. Et c'est une interview d'1 heure qui est excellent, où on se focalise sur Richard Kelly, cinéaste, qui est très drôle, qui nous apprend plein de choses, et qui est dans un autre rapport de discussion autour du cinéma et du cinéma de Richard Kelly, qui est complémentaire aux suppléments existants anglo-saxons. Donc ça, et c'est aussi une manière pas de dire on a une édition différente, mais de proposer du contenu supplémentaire qu'on ne va pas trouver dans d'autres éditions étrangères. Donc il y a ce supplément-là, et puis aussi, puisqu'on a été, le film est sorti de manière nationale en Belgique et a très bien marché, on a fait une journée aller-retour à Paris-Bruxelles avec Richard Kelly, présentation au Cinéma Galerie, séance complète, et Fabrice Duvel, cinéaste et ami, qui organise pour le Canal+ belge une émission, je crois, qui a lieu tous les mois, où il invite chez lui un cinéaste, discute de cinéma. On va inclure aussi l'émission qu'il a faite, et donc une discussion entre 2 cinéastes, et qui n'a été proposée que sur Canal+ Belgique. Et le fait aussi, ce qui me semble important, parce que si des fois certains de ces interviews suppléments peuvent se trouver sur le web de manière légale ou illégale, même si dans l'absolu on trouve toujours tout ou rien aujourd'hui sur le web, ça sera gravé et ça sera présent et ça existera pour toujours. Bien sûr. Voilà. Donc voilà un petit peu en quelques mots. Et au niveau du bouquin, qu'est-ce que vous avez proposé ? Au niveau du bouquin, c'est là en fait on part d'un livre qui est sorti aux États-Unis ou en Angleterre chez Faber & Faber, qui est sorti jamais sorti en France, donc complètement inédit, qui était un livre autour du film, préface de Jacques Gyllenhaal, interview d'époque qui est vachement bien de Richard Kelly, des dessins, des storyboards, et puis le script du film. Mais c'est plutôt plus que le script du film, le script du tournage. Donc c'est-à-dire qu'à la fois
Surtout de jouer le script avec toutes les annotations, Ouais, en c'est ça, effet. ouais. Et puis, à la fois des choses qu'on a dans la version cinéma, d'autres dans la Director's Cut, et des choses dans l'une et l'autre. Ah, c'est Donc bien. là, on est en plein travail, donc c'est Work in vraiment work in progress. Ouais, d'accord. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir, par des codes couleurs ou autres, montrer les différences. Pour tous les gens qui nous ont dit depuis le début, c'est quoi la différence entre la version cinéma et Director's Cut, et ben vous pouvez l'avoir directement. Donc en fait, c'est un travail et un retravail sur un ouvrage existant, mais qu'on met à notre sauce. Et puis aussi, on est en train de récupérer du photographe de plateau, qui est photographe spécialiste cinéma, qui a fait tous les films de Richard Kelly. Et pour citer juste un titre iconique, La La Land, donc l'affiche de La La Land, c'est lui. Et c'est le photographe de plateau de Denis Darko, d'en récupérer une 50aine de photos complètement exclusives, inédites, qu'on a trouvé nulle part. Voilà, donc c'est aussi tout ce travail éditorial qu'on développe. bien sûr. Donc je pense que ça va être pas mal. Up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Wake up, Donnie. On va sortir un petit peu de l'anglo-saxon avec Brissot quand même, parce que Bah, on a ça c'est une volonté éditoriale. Pourquoi ? Parce que il a été chanté de la Cinémathèque, parce que Parce qu'il est mort. oui, ça d'accord. Mais est-ce que non. ça a été une décision qui a été prise avant sa mort ? C'est l'étude qu'on a en droit depuis pas loin de 10 ans, je pense. Ouais, c'est ça. On avait déjà sorti Le Bruit de Fureur Ouais. et Un jeu brutal. Ouais, je m'en souviens très bien. Une belle édition. Alors, c'était dans les premières années de notre travail DVD. Voilà. Ces films appartiennent et sont produits par les films de Losange, donc qui a fait restaurer les films grâce au plan numérique du CNC. Qui a été établi il y a plusieurs années. Donc ces films existent. C'est quoi ? C'est une restauration en 2K. quoi ? En 2K. Ouais. Un jeu brutal de Bruit de Fureur. On l'a sorti qu'en DVD. Noces blanches qu'on n'avait pas, qui a été pendant très longtemps sorti par Opening et toujours qu'en DVD. Donc on s'est dit, bah là, on avait ces deux films en renouvellement, à un moment donné, il fallait le faire, qu'on avait envie de le faire, de sortir pour la première fois en Blu-ray esthétique dans un nouveau master, Noces blanches qui est en fait une nouvelle acquisition puisqu'on l'avait jamais édité, et de trouver pas le bon moment, parce que c'est pas le bon moment. On aurait préféré évidemment le faire du vivant de Jacques Brissot, et puis du vivant où il aurait présenté ses films à la Cinémathèque. Et malheureusement, ça sera de sa disparition, de sa mort. La Cinémathèque finalement a repris la programmation qu'elle fera l'année prochaine. Ah, l'année prochaine. Je crois. Et puis à un moment donné, il y a même pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'avoir d'actualité sur ces films. On parle de Brissot cinéaste, qui est pour moi un des grands cinéastes français des années 80-90. Film incroyable, qui sortent d'une poésie fulgurante, de Bruit de Fureur, et un film d'une modernité sur les banlieues. Et il mêle sa patte de cinéaste poétique, expressionniste de manière incroyable. C'est vrai qu'on est moins sur le cinéma français, pas par envie, mais parce qu'il y a... déjà, la plupart des catalogues d'écrits français sont édités par les détenteurs de ces droits. C'est-à-dire Gaumont, Pathé, Studio Canal. Il y a des films ou RTF1 évidemment. Donc, eux-mêmes le font, ou des fois en collaboration avec d'autres. Mais on a moins accès, naturellement, nous, en tant qu'éditeurs sur le sol français, à des films français qu'à des films étrangers. C'est assez naturel. Mais... c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, quand même malgré tout. Là, on va sortir en salle, puis l'année prochaine en DVD Blu-ray, Souvenir d'enfance d'un été chiné, qui est un film, alors lui, complètement invisible, oublié, son deuxième film et premier grand film en tant que cinéaste, avec quand même Jeanne Moreau, Marie-France Pizier. Tout son cinéma est déjà là, et c'est un film assez incroyable, mais qui finalement a été produit de manière indépendante, qui appartient pas à un studio, donc on peut y avoir accès. Donc voilà, donc ça correspond à aussi une des lignes éditoriales qu'on a, qui n'est pas forcément celle la plus poussée. Et puis juste pour terminer sur Brissot, c'est aussi, on ne sort pas juste un film Brissot. C'est pas toute son œuvre, mais on est quand même, c'est notre cinéphilie, et la cinéphilie française qui est sur la cinéphilie des cinéastes, donc la politique des auteurs. C'est vrai que notre travail sur Carlotta, c'est de rendre hommage à un cinéaste qui peut être sur la durée. C'est-à-dire De Palma, on a sorti plusieurs films, on en a sorti plein
sur 20 ans, puisque par exemple si je prends Fassbinder, qui est un cinéaste qu'on travaille depuis plus de 15 ans, 16 ans, 17 ans, le fait que de nouvelles restaurations arrivent, des films sont clearés, qu'on pouvait pas montrer, qu'on pouvait pas proposer, finalement en 15 ans, on a toujours eu une actualité Fassbinder, pas en recyclant des sorties qu'on avait déjà faites, mais en ayant un film nouveau, un Berlin Alexander Sandglass qui arrivait, etc., etc. Et pour faire la transition sur Ozu, on est un peu pareil, ça fait plus de 15 ans qu'on fait un travail de fond sur le cinéaste. Sur ces dernières années, la Shoshiku, qui est le studio légendaire japonais, un équivalent d'un Warner, d'un Fox au Japon, donc une major, on peut dire, où Ozu a fait 96% de sa filmographie, a restauré 10 films sur l'espace de quelques années, en 2 et 4K. Et donc, ça a été la façon et la manière de se dire, on va de nouveau faire exister Ozu avec ces nouvelles restaurations et qui sont exceptionnelles. Et on voit les films en termes d'image et de son tels qu'on les a jamais vus ni entendus, même si précédemment, on avait déjà de beaux éléments. L'an dernier, on a fait une rétrospective Ozu en 10 films. C'est des films restaurés en 2 et 4K, qui a été un énorme succès. Et là encore, donc, vous faites à chaque fois 15 000 entrées ou quoi? C'est-à-dire que maintenant, on a décidé que tous les ans, on se donne rendez-vous avec Ozu, jusqu'à ce que les gens n'en peuvent plus. Mais c'est pas le cas, puisque l'an dernier, ça a été un succès gigantesque. Et vu la hauteur des entrées qu'on a faites, après, on reste dans le giron d'un film de patrimoine. Mais ça reste énorme. Voilà, pour ces films-là, ça reste énorme. Et on s'est dit, il y a encore des publics à aller chercher, encore du potentiel. Et on aimait bien l'idée aussi, qui est aussi un peu novatrice, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas qui revient dans un temps où on allait un peu moins vite, où il y avait moins de sorties. Il y a 10 ans, 15 ans, si on veut remonter, tous les ans, Bergman était projeté en Saint-André des Arts. Tout à fait. Tel auteur. Ça s'est arrêté. Une sorte d'habitude. Ça s'est arrêté parce qu'il y a une telle boulimie de sorties et de salles qui savent même plus comment sortir les films qu'on leur propose, etc., que revenir un an après avec Ozu, pour eux, ça leur a pas une aberration parce qu'on va leur proposer de nouvelles rétrospectives, peut-être y compris nous. Donc il y a un embouteillage et en même temps de se dire pourquoi aussi à un moment donné de un peu ralentir le rythme et de remontrer ces films un an après, ce qui est proche évidemment comme distance, mais ça se faisait il n'y a pas si longtemps, quand on sait que on peut imaginer que si on a eu un tel succès une année, l'année prochaine, on aura encore un public qui n'aura pas vu tous les films, il faut quand même en voir 10, qui aura encore envie d'en voir, et puis de créer constamment de nouveaux publics qui en ont peut-être entendu l'an dernier parler, mais ils ne sont pas allés, et là, ils revoient que c'est de nouveau à l'affiche, on refait un travail de sortie, de communication, c'est-à-dire qu'on le fait exister pleinement comme une nouvelle sortie, comme si ce Ozu-là était inédit depuis 10 ans, et ils se disent, oui, peut-être que quand même, je vais quand même y aller là. Et puis, voilà, on a envie de voir et revoir, et puis l'idée, c'est à chaque fois d'aller trouver de nouveaux spectateurs qui n'étaient pas là il y a un an. Alors c'est vrai que c'est un peu un cas exceptionnel parce que là on était sur un vrai événement qui a fédéré de manière assez incroyable et de nouveau donc on a sorti cette année la même rétrospective, même si évidemment on l'a accompagné, éditorialisé d'un film supplémentaire qui est Herbe flottante, qui n'était pas dans la rétrospective l'an dernier, qui était inédit depuis 25 ans. Super beau film. Qui est super film. Et donc d'un seul coup on a fait réexister cette rétrospective d'il y a un an avec un inédit qui a recréé une dynamique et qui a emmené, comme telle une locomotive, dans sa foulée, la rétrospective, et qui a de nouveau marché. Oui, et avec, entre guillemets, pas avec cette nouveauté, mais avec cette volonté, maintenant, cette fois-ci, de les sortir en Blu-ray. Ah voilà. Là, parce que là, on le pense... Alors, nous parle de la chronologie des médias qui a 3-4 mois. Là, on a attendu 18 mois. Mais parce qu'on se donne le temps qu'on veut. Ouais. Mais là, vous sortez un coffret de 10 films. Plus à l'unité ou juste à l'unité? Alors là, on a tout cassé, on a tout changé. Et c'est Fabien qui va t'en parler. Oui, au départ, c'est vrai qu'on était parti donc, sur une édition de coffret Blu-ray et de coffret DVD des 10 films restaurés. D'accord. On s'est dit que c'était peut-être pas assez. C'était peut-être pas suffisant, que les gens qui avaient envie d'acheter ces coffrets auraient peut-être aussi envie d'avoir les films plus anciens et
pas forcément restaurés en Ouais, 2K bien sûr. ou en 2K ou 4K, Mais que vous aviez déjà. mais qu'on a déjà en catalogue. Ouais, d'accord. Et Et précédemment précédemment sortis, sorti, voilà. ouais. Donc en fait, on va tout regrouper finalement. Ce qui veut dire qu'on va proposer donc, les films en restauration 2K ou 4K en DVD ou Blu-ray, et on va intégrer également les films non restaurés en complément. Donc on se retrouve. Avec combien? On se retrouve à 20 films du coup. D'accord, mais les personnes qui ont déjà acheté, on va dire, les films déjà sortis, comment tu justifies le fait qu'ils rachètent Non, mais de toute par façon, le j'ai- prix qui va être. Non, non, là, c'est-à-dire que voilà, là, D'accord. c'est vraiment Ah oui, c'est-à-dire tout qu'il y avait que- récent. s'il y avait que les 10 films, Ouais, où il y a ces 20 films en Ouais, tout, pareil, le prix est le même. pareil. Ouais, c'est bien de le préciser. Voilà, ça. c'est-à-dire D'accord. que vous le trouvez maintenant, alors, en fonction de quand la vidéo va être mise en ligne, il y aura peut-être les adaptations qui auront été faites, mais quand on parle aujourd'hui, là, on se retrouve tous ensemble à discuter. Le coffret Ozu en DVD, en Blu-ray est en précommande sur les différents sites. 10 films, les 10 films restaurés, plus des compléments qui ne sont pas encore indiqués, des suppléments, etc. Tarif préconseillé à 80 €. On a changé et décidé, là, il y a quelques jours, d'en faire en fait un coffret somme. C'est-à-dire Ozu, une somme en 20 films, plus un documentaire, Mais plus sans des changer le courts-métrages, tout en restant le même prix. Ah, bah ça, Voilà. bien, Donc c'est c'est pas quand rien. même- Ouais, c'est pas rien. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, ces films-là qui sont en SD et qui sont de qualité correcte. Hein. Ouais, bien En sûr. plus, les films des années C'est-à-dire 30, que ceux, 40 d'Ozu. même ceux qui l'ont acheté vont se dire, Voilà. de toute façon, Voilà. c'est pas, Mais- le prix n'est pas supérieur, donc je vais Non, toujours acheter. voilà. D'accord. Et il y a à la fois un public, puisque ça fait 15 ans qu'on travaille Ozu en salle en DVD, donc on a sorti un certain nombre de ces titres, sauf les titres en couleur, je viens de préciser, qu'on n'avait pas en droit vidéo, puisque c'était en C'était licence Arte, avec Arte, qui avait ouais. sorti il y a en 2013, il y a longtemps, Bonjour et tout ça, ouais. un coffret Ozu en couleur. Ouais, 4 films, je crois. 4 ou 5. Ouais, Il n'y avait pas Arme flottante, mais ils avaient sorti un coffret Ozu en couleur qu'en DVD. tout à fait. Et lorsque la Shoshiku, ces dernières années, a restauré Bonjour, puis d'autres films, les masters existaient en 2K, voire 4K. Arte avait encore les droits, mais peut-être en fin de droit, était moins sur le Blu-ray. Les a jamais sortis en Blu-ray. Mhm. Donc là, c'est une exclusivité française. Tout à fait. Donc là, maintenant, on a aussi, en plus des autres droits cinéma, télé, de ces films en couleur qu'on exploite depuis 15 ans, depuis tout récemment, on a aussi les droits vidéo de tous, enfin pas tous, mais en tout cas des films en couleur de la Shoshiku, donc il y en a 4, et qu'on sort pour la première fois en Blu-ray, première fois dans leur nouveau master, qui sont vraiment sublimes, Mhm. et y compris en DVD dans ce nouveau master. Ouais. Puisqu'évidemment, le travail qu'avait fait Arte était remarquable à l'époque, Ouais. aussi bien en termes de packaging, Tout à fait. de copies, etc. Mais c'est 2013. Ouais, d'accord. Donc là, 16 ans se sont écoulés. Non, 2003, tu veux dire. 2003, pardon, Ouais, ouais, bien 2003. sûr. 16 ans sont écoulés. Et puis le coffret, il vaut une blinde. Hein, il est épuisé, ils Il ont est plus les épuisé. doigts. Et puis, faut pas se leurrer, même si le boulot était formidable, 16 ans dans Ah bah les c'est- évolutions de la technologie, c'est une vie, quoi. c'est 50 ans, quoi. Ouais, c'est une vie, ouais. Voilà. C'est clair. Donc voilà, donc on a attendu, voilà, et puis ça a mûri. C'est un peu tout ce travail qu'on fait, comme Christine ou autre. Mhm. Là, c'est vrai que comme on travaille très en amont en vidéo, on doit annoncer les sorties, comment ils sont conçus. Puis c'est vraiment en travaillant dessus que tout ça évolue aussi. Et on s'est dit, voilà, il existe déjà un très beau coffret. Ozu en combien de films? En 13 films, Ouais, 14 films, ouais. qui est plus ou moins épuisé qu'en DVD, certes avec d'anciens masters, mais déjà une belle somme. Tout à fait. Donc derrière, à la fois, on souhaite toucher un public qui n'a pas ce coffret-là, et on voit bien qu'on renouvelle constamment l'envie, les intérêts et le public sur Ozu, et puis aussi un public qui a peut-être ce coffret-là, mais pas se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux, c'est ce coffret, c'est celui-là, etc., en dehors de l'aspect technique. On propose tout ce qui pouvait exister sur Ozu, que vous pouviez déjà avoir, plus les films aux couleurs qu'on n'avait pas. Et donc, finalement, de cette manière, ce nouveau coffret, à tout niveau, vient écraser ce qu'il y avait avant. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien, mais ça devient l'édition, voilà, parce que pareil, on va peut-être pas sortir Ozu en 8K, etc., dans quelques années. Voilà. Je veux juste terminer sur les 2 autres titres de la fin d'année chez vous. Fright Night, donc Vampire, vous avez dit Vampire, qui est aussi un film Sony, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Et le dernier, c'est un que je crois. Est-ce que vous l'avez déjà sorti, Autopsie d'un meurtre? Non, je crois pas. Hein. Non, je me trompe avec l'autre. D'accord. Donc, ces 2 titres-là, donc. Parce que là, j'aime bien, parce que c'est le grand écart que j'adore justement chez vous, c'est qu'à la fois, Vampire, les années Vampires, en début des années 80, film encore mineur, entre guillemets, à l'époque, mais qui a bien marqué, on va dire, moi, en tout cas, le premier qui est culte aujourd'hui. Ah bah oui, moi je me marre toujours autant en le voyant. Et puis on va dire Autopsie qui est un classique, voilà, quoi, tu vois, je veux dire qui a plus dont la réputation n'est plus à faire, quoi. On va continuer notre collection de steelbook avec Vampire, vous avez dit Vampire. D'accord, super. Donc avec la même approche éditoriale, une nouvelle restauration,
Qui vient de chez, donc, chez Sony. qui vient de chez Sony. D'accord. Peut-être encore à confirmer, peut-être un commentaire audio. Et après, un contenu qui est encore en négociation. D'accord. Mais on se devrait vraisemblablement retrouver à peu près l'équivalent de ce qui a pu être édité par Sony aux US ou par Eureka en Grande-Bretagne, dont l'énorme making-of de 2h30. Et alors, est-ce que tu sais que, enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais l'éditeur aux États-Unis, Twilight Time, avait sorti Fright Night, c'était un de ses premiers. Qui est sorti selon le deal qu'ils ont, tu sais, 2000 pièces, tu sais, voilà, et qui s'était vendu comme des petits pains. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'ils l'avaient mis en précommande sur leur site, C'était parti en préco, 5 ouais. minutes, dans 10 minutes, c'était parti. Mhm. Et en fait, ils utilisaient, si mes souvenirs sont bons, les deux créateurs de Twilight Time disaient qu'ils avaient passé un deal comme ça avec plein de titres de chez Sony, que ce soit des westerns, des vieux films, plus vieux films ou des films comme Fright Night, pour faire un peu poisson pilote. C'est-à-dire que, et donc du coup, Sony s'est rendu compte de l'extrême attente que pouvait procurer ce film, et que donc du coup, c'est pour ça que Sony, derrière, je crois, l'a restauré, ou peut-être qu'ils l'avaient déjà restauré. C'est la même Même restauration, mais Ouais, surtout ouais. qu'ils ont essayé de le ressortir eux-mêmes. Par contre, ils l'ont ressorti C'est ça. en début d'année. Là. Ouais. C'est ça. Alors, d'accord. Donc, je présume que tu connaissais tout le truc, mais il y a un vrai. Alors, le culte, il existe en France, mais il n'a rien à voir avec le culte qu'il peut y avoir aux C'est aux États-Unis. États-Unis, ouais, c'est vrai. On est d'accord. Ouais, hein ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ouais, je trouve ça super que le film sort. Il y a le deuxième qui va sortir aussi. Et non. Non. Que le premier. Quel premier. Ouais. Bon, en même temps, il est nul, le deux. Moins bien. Et on nous demande des fois de temps en temps. Ouais, mais Ouais. bon, vraiment, c'est vraiment de la merde. C'est moins bien. Et donc, Autopsie d'un meurtre qu'on va amener dans notre autre collection EPL, édition Prestige Limitée, D'accord. qui donc sous la forme d'une boîte format Ah oui, A4, comme un chien enragé, tout comme ça. un chien quoi. enragé, D'accord, etc. voilà. Dans laquelle Il va y avoir on- des petites photos, des goodies, des goodies, comme ça, etc. voilà. Voilà, et un livret assez conséquent d'un reportage sur le tournage du film. D'époque. Ouais. Ah, Complètement inédit en France. Voilà. ah, génial. C'est bien texte, photo. Et puis aussi, pareil, de la même manière, une fois qu'on est en rendez-vous avec Sony Archive à Culver City, on n'est pas là que pour Christine. Donc Ouais. on les voit Tant pour qu'à l'ensemble de nos autres sorties. Il va sans dire. Aussi bien sur Vampire, vous avez Vampire et Autopsie d'un meurtre, pour voir ce qui existerait en archive, en photo, sûr, rare, bien inédit. Et on a très très belles photos, des photos incroyables de Duke Ellington au piano avec James Stewart, Ah, tous les génial. remixes, et beaucoup de choses qu'on a quasiment ou jamais vues, quoi. D'accord. Donc c'est aussi cette plus-value-là qu'on apporte. Et puis sinon, c'est vrai que ce qu'on adore, c'est de passer d'un genre à un autre, d'une Bien époque sûr, à une ça autre, se voit. et de passer de Vampire Hunter, qui a un culte des années 80, à un grand classique qui est Autopsie d'un meurtre, un grand film, et de se dire on peut faire la passerelle entre les deux. Et finalement, comme je disais tout à l'heure sur le rapport éditorial, et que ça nous ressemblait bien, c'est deux films qui n'ont rien à voir, mais qui nous correspondent complètement, quoi.